Le 13h, Véronique Barbier. À la une de l'actualité, une journée orageuse. L'alerte concerne tout le territoire. Des pluies intenses, de la grêle, de fortes rafales de vent sont annoncées. L'orage qui a déjà frappé hier en SB, on fera le point en direct avec Daniela Prepeliuk. De la pluie, oui, mais pas de quoi réalimenter les nappes phréatiques. Plusieurs communes imposent déjà des restrictions d'eau. On s'arrête à Rochefort avec Daniel Velter. Et parce que l'on consomme beaucoup d'eau pour le moment, nous irons en chercher directement à la source, à Villers-le-Gambon. Elle est gratuite en plus. Le masque obligatoire à Bruxelles, même pour les cyclistes, cela fait réagir les associations. Elles ont peur que cela ne décourage les adeptes de ce moyen de transport. Du vélo encore avec le Dauphiné, la course sert de répétition générale avant le Tour de France, notamment sur le plan sanitaire. On en parle avec Kevin Papen. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Une question pour débuter. Avez-vous bien dormi ces dernières nuits? Le record de chaleur de 1976 est battu. Nous venons de vivre la semaine la plus chaude jamais enregistrée avec des températures moyennes de 33,5 degrés. Et cela ne facilite pas le sommeil. C'est encore pire d'ailleurs si vous logez sous les toits. Il faut alors trouver des astuces pour faire baisser la température. Sarah Hendricks, Thomas Dechamps. Vivre sous les toits en milieu urbain, c'est être aux premières loges pour admirer la ville, mais aussi en première ligne face au soleil. Résultat, durant l'été, c'est effet sauna garanti. Cette Scarbécoise en sait quelque chose. Au fur et à mesure que les jours sont de plus en plus chauds, je rapproche de plus en plus le ventilateur du lit. Et voilà, j'essaye de rafraîchir aussi un peu avant d'aller dormir. Mais trouver le sommeil, évidemment, avec cette chaleur, c'est difficile. Sommeil difficile la nuit et chaleur écrasante la journée, les habitants des combles suffoquent en cette période de canicule. Alors que faire? Pour faire baisser la température, il faut se protéger au maximum des rayons du soleil la journée et évacuer la chaleur accumulée en soirée. Autre petit truc, l'évaporation de la lessive ou d'autres tissus mouillés crée une légère sensation de fraîcheur. Mais pour une solution plus structurelle, il va bien falloir parler isolation thermique et surtout déphasage, c'est-à-dire la capacité des matériaux à ralentir les transferts de chaleur. Ça va fonctionner si le déphasage est important. Donc par exemple, lame de verre, on a 2-3 heures de déphasage. La chaleur s'accumule à l'intérieur du produit pendant 2 heures, vers midi quand il fait très chaud. Elle restitue toute la chaleur à l'intérieur de la maison 2 heures plus tard, donc vers 2 heures de l'après-midi, où là, évidemment, on est toujours sous la canicule. On va prendre la fibre de bois pour donner vraiment 2 exemples concrets. La fibre de bois va avoir un déphasage qui peut aller jusqu'à 15 heures, donc c'est-à-dire qu'elle va accumuler cette chaleur. La chaleur va être emprisonnée dans le matériau pendant 10-15 heures avant de la restituer en période plus fraîche pendant la nuit. Évidemment, le prix peut aller du simple au triple en fonction du matériau, mais la combinaison avec une matière réfléchissante qui renvoie les rayons du soleil peut permettre de s'y retrouver financièrement. Dans tous les cas, il n'y aura pas de solution miracle à Scarbeck. Véronique envisage, elle, une solution radicale, dormir sur sa terrasse. Une chaleur qui provoque pas mal d'instabilité dans le ciel. L'IRM lance une alerte orage qui concerne tout le territoire. Le ciel a déjà d'ailleurs grondé la nuit dernière et à certains endroits, cela a fait des dégâts. En SB, Natacha Mann, les pompiers sont intervenus à plusieurs reprises et l'heure est toujours au nettoyage ce midi. Mais oui, Véronique, vous le voyez derrière moi, les habitants n'ont pas fini de nettoyer, les pompiers non plus. Ils sont restés ici jusqu'à 4 heures ce matin. Pas moins de 40 hommes étaient mobilisés et le travail n'est pas fini. Heureusement, il n'y avait rien d'extrêmement important, surtout des pompages de caves, des tuiles qui s'étaient détachées et des arbres arrachés à dégager. Mais tout de même, c'était très impressionnant. Vous allez le voir tout de suite dans ce reportage que nous avons réalisé avec Gilles Moin, Pierre Mélis et François Roideau. Des torrents d'eau arrivés en quelques minutes. Hier, en début de soirée, ils ont transformé cette rue de Doncel en rivière. Rapidement, plusieurs autres communes de l'arrondissement de Wiwarem ont également été touchées. Caves et garages inondés ont monopolisé les habitants, tout comme les pompiers, appelés près de 60 fois. Ce matin, le calme est revenu, l'eau a pratiquement disparu partout. À Doncel, il ne reste plus qu'à nettoyer et constater les dégâts. La chaudière qui était dans la cave, première des choses, tout l'outillage inondé, plusieurs tentes des enfants, tout ce qui est matériel de pêche, de jardinage qui a été
emmené jusqu'au fond du jardin. L'orage a éclaté assez fort, suivi de gros grêlons. Et puis juste à votre droite, là, tout est descendu des champs au-dessus, les rues au-dessus, quoi. On n'a rien su faire, quoi. Absolument rien su faire. On était vraiment spectateurs. À quelques kilomètres de là, à Remicourt, même situation. Hier soir, la cave de Cédric était sous eau et aujourd'hui, il lui reste la boue. Il y a eu de l'eau jusqu'à 60-70 cm de haut. Malgré les petites pompes qu'on a, ça ne suffit pas. Et puis ça rejette à l'extérieur où c'était quand même une mare. Donc ça rentrait par les bords de toit, enfin les bords des blocs. Donc ça va encore par rapport à la fois passée. Mais il y a d'autres maisons certainement que ça va être beaucoup plus compliqué, c'est sûr. Les habitants de la région avaient déjà connu pareille situation il y a 12 ans. De retour à Doncel, Betsy est dépitée. Elle avait investi dans un puisard comme lui avait demandé la commune afin de récolter les boues des champs situés derrière. Pourtant aujourd'hui, elle n'est pas épargnée. Moi j'avais dit dès le départ que ça ne serait pas suffisant, que le problème était beaucoup plus important. Ils n'ont pas démordu, il fallait faire le puisard, il fallait également canaliser les eaux en mettant des paliers différents. Donc j'ai dû investir près de 23 000 €. Les habitants aidés des pompiers savent qu'ils en auront encore pour un bon moment et n'espèrent qu'une chose, ne pas revivre ça dans les prochains jours. Un risque d'orage qui perdure. Pourtant, encore aujourd'hui, l'alerte Daniela Prepeliou, qu'elle concerne tout le pays. Exactement, regardez Véronique, nous sommes placés en alerte jaune, notamment du côté de la Wallonie, encore Bruxelles, alerte orange, deuxième niveau d'alerte, notamment sur les deux Flandres, la province d'Anvers ou encore du Limbourg, pour des orages parfois assez forts. Alors la cause, c'est un important conflit de masse d'air. Nous avons d'une part de l'air subtropical dans les basses couches de l'atmosphère, de l'air plus frais piloté par une dépression. Résultat, une bonne et une moins bonne nouvelle. Alors la bonne nouvelle, c'est la fin de la canicule, nous ne sommes plus en alerte rouge. En revanche, la moins bonne nouvelle, ce sont ces nuages, ce sont des cumulonimbus, ce sont des nuages à l'origine d'orages particulièrement violents. C'est ce qui nous attend cet après-midi. Et concrètement, on attend jusqu'à 30 litres d'eau par mètre carré en l'espace d'une heure. Donc beaucoup de pluie en peu de temps. Un fort risque de grêle, des rafales de vent qui pourraient dépasser les 80 km/h pendant les orages et un risque d'inondation locale. Il va falloir donc rester particulièrement vigilant. Quelques conseils, Daniela, pour se prémunir de la foudre qui s'est abattue hier sur des maisons à Hellessine notamment, sur un train aussi, heureusement sans conséquences pour les voyageurs. Oui, exactement, Véronique. On rassure vraiment les voyageurs puisque, en fait, les wagons sont creux et thermiques. Ils fonctionnent un petit peu comme une cage de Faraday. Résultat, vous êtes à l'abri. Même chose si vous êtes dans une voiture. La foudre, il faut s'en méfier, mais pas paniquer. Si vous êtes à l'extérieur, eh bien, il ne faut surtout pas vous abriter, notamment sous un arbre ou encore du côté d'un parapluie, puisque, en fait, l'arbre ou encore le parapluie vont fonctionner, eux, comme des paratonnerres, c'est-à-dire qu'ils vont attirer la foudre. Il faut également éviter de vous positionner à côté d'objets métalliques, ne pas courir, ne pas rester groupé, car alors l'éclair va se propager. Et si vous êtes à l'intérieur d'une maison, eh bien là, il faut fermer portes et fenêtres, débrancher les appareils électriques, éviter de prendre un bain ou encore une douche, et puis surtout éviter également de regarder la télévision. Voilà pour les conseils du jour. Merci Daniela. Et ce ne sont pas ces quelques orages qui vont régler les problèmes de sécheresse qui se posent actuellement en Wallonie. La situation est même critique dans plusieurs communes qui doivent du coup imposer des restrictions. Et puis autre conséquence, les feux de forêt se multiplient. Daniel Velter, le centre régional de crise, doit d'ailleurs se réunir cet après-midi pour évaluer la situation côté wallon. Effectivement, il y a deux points importants. Vous l'avez dit, le centre de crise va faire le point à la fois sur la sécheresse, mais aussi sur les risques d'incendie. Alors, question sécheresse. Il faut savoir qu'actuellement, 14 communes wallonnes connaissent une pénurie d'eau. C'est le cas de Rochefort, là où on se trouve. Et pas plus tard qu'hier soir, tout un quartier dans le haut de la ville a été privé d'eau. Depuis ce matin, tout est réglé. Il n'empêche, la bourgmestre en appelle à la plus grande vigilance et compte sur la bonne volonté, sur la solidarité de ses concitoyens. On l'écoute. Je demande à tous les habitants rochefortois d'être particulièrement vigilants parce que les habitants qui vivent dans des quartiers où ils ne rencontrent pas de difficultés ne se rendent pas compte réellement de la problématique. Donc vraiment, il faut une solidarité au niveau des citoyens rochefortois et que tout le monde applique les dispositions de l'ordonnance qui a été prise.
C'est-à-dire de ne pas utiliser l'eau pour le nettoyage des terrasses, des véhicules ou pour le remplissage des piscines et de n'utiliser celle-ci qu'à bon escient, notamment donc pour cuisiner, pour se laver, pour se désaltérer, mais absolument pas pour des usages que l'on peut considérer comme non utiles en cette période de sécheresse. Voilà, et cet après-midi, le centre de crise va également se pencher sur les risques d'incendie. Il faut savoir que ces derniers jours, plusieurs communes wallonnes ont déploré des feux de broussailles. La plus grande prudence est donc de mise. Et d'ailleurs, certaines communes wallonnes, comme Rochefort où on se trouve, interdisent les barbecues publics. Merci pour ces informations, Daniel. L'eau qui est un bien précieux et que l'on peut aller chercher parfois à la source, celle de Villers-le-Gambon, dans l'entité de Philippeville, est exploitée par une société, mais les riverains peuvent profiter aussi pleinement et gratuitement de cette eau. Certains en profitent d'ailleurs pour faire quelques réserves. Bienvenue en cette période de canicule. Thomas Deschamps. C'est un petit coin de fraîcheur dont l'eau pure et facilement accessible désaltère gratuitement les habitants de la région désireux d'échapper à la canicule d'une autre manière. On boit de plus en plus d'eau et vu qu'ici on a de la très bonne eau gratuite, voilà quoi, on vient ici. C'est chouette, c'est un beau cadre, il fait beau, des fois on doit faire un petit peu la file mais bon sinon ça va quoi. Ça fait 40 ans que je viens ici à la source à Villers, c'est par habitude en fait. On aime bien l'eau aussi, on aime bien le goût. D'ailleurs c'est bien simple, quand on achète de l'eau trop, parfois on est étonné du goût. On se dit c'est pas notre eau. Ici, le taux de fréquentation a suivi la même courbe que la hausse des températures et depuis quelque temps, les habitués voient débarquer des visiteurs venus de plus en plus loin, comme ce couple qui a fait 30 km pour remplir ses bidons. Je ne suis pas de la région, je viens d'Amsureur-Naline et ici je me suis dit bon on va aller voir une fois et on est venu, ça fait 3-4 mois qu'on vient et voilà. C'est vrai que l'eau a l'air très bonne. Également exploitée par une société commerciale, la potabilité de l'eau est ici garantie, ce qui est devenu assez rare pour les sources d'eau en Wallonie. En quelques décennies, ce natif de la région a donc vu un secret bien gardé devenir une attraction populaire. Ça n'a pas toujours été ainsi, c'était une source parmi d'autres sources, qui était d'ailleurs un peu éloignée du village et donc très peu exploitée pendant des métins. Oui. Mais c'est parce que, je ne sais pas, peut-être aussi avec les nouvelles normes de santé, etc., on a redécouvert cette source qui était déjà en 1914 reconnue comme source exceptionnelle au niveau de sa qualité. Régulièrement entretenue, la fontaine fait désormais le bonheur de centaines de visiteurs par semaine. Bas les masques, c'est ce que demandent les cyclistes à Bruxelles. Depuis hier, cette protection est obligatoire dans toute la capitale et cela concerne aussi ceux qui se déplacent en vélo. Ils effectuent un trajet, ce n'est pas considéré comme une activité sportive et c'est bien ce qu'ils dénoncent. En selle avec Éric Bévert. L'obligation du masque à vélo, c'est un sujet qui divise, y compris chez les cyclistes eux-mêmes. Il y a d'abord ceux qui sont favorables. J'ai chaud mais je suis pour, donc je trouve que c'est une bonne chose de porter le masque et qu'on doit être tous responsables par rapport à ce qui se passe actuellement. Parce que bon, c'est vrai qu'on s'arrête assez souvent au feu rouge et puis parfois il y a des gens qui passent à côté de nous et voilà, moi je trouve quand même. Et puis il y a ceux qui sont résolument contre, même s'ils le portent parfois. Je pense que ce n'est pas une bonne idée du tout parce que rouler avec la masque ici à Bruxelles, c'est pas plat du tout. Avec ces températures, c'est horrible de le faire. Je ne pense pas que nous, comme cyclistes, on pose vraiment un problème pour la santé des autres personnes à Bruxelles. C'est juste pour les grandes distances comme ça, je préfère ne pas porter le masque. C'est le risque d'une amende, vous savez ça? Oui, je suis au courant. Les associations de défense des cyclistes admettent que l'obligation s'impose dans les lieux fort fréquentés, comme les piétonniers par exemple, mais ailleurs, ce ne serait pas nécessaire. Quand il n'y a pas grand monde dans les rues, ce n'est pas une absolue nécessité pour le cycliste de porter un masque. On voit que des villes comme Paris, par exemple, ont fait marche arrière sur cette mesure. Charleroi, également Anvers, n'impose pas le port du masque pour les déplacements à vélo et on réclame que la région bruxelloise fasse de même. La crainte de ces associations, c'est que l'obligation du masque dégoûte les cyclistes. Beaucoup de personnes nous ont dit que ils hésitaient aussi à abandonner certains trajets à vélo, notamment pour des trajets où on accomplit des montées ou des trajets qui sont plus longs, et des gens qui se tourneraient prioritairement soit vers la voiture, ce qui est problématique, mais également vers les transports en commun. Et on n'a pas du tout intérêt à mettre davantage de gens dans des transports en commun en cette période de crise Covid. Pour le moment, la police ne dresse pas encore de PV, le temps sans doute que tout le monde soit au courant. Je crois que ce n'est pas obligatoire. Si, malheureusement, oui, pour les cyclistes.
Si vous m'apprenez que c'est obligatoire, je vais le mettre alors. Hein. Et oui, pas d'exception pour les seniors. Par contre, les juniors sont exemptés de masque. Le petit Nino ne risque donc pas d'amende, mais il a bien fait de garder le casque. Oui, le port du masque, c'est à partir de 12 ans, effectivement. Il est très... Bonjour à tous, l'alerte aux orages. IRM a placé l'ensemble du pays en alerte jaune. Des averses et de nouveaux orages sont attendus dans la journée, essentiellement l'après-midi et en soirée. Hier, ils ont déjà causé des dégâts dans plusieurs régions du pays. En SB, surtout dans la région de Warem notamment. Et des dégâts aussi dans l'est du Brabant wallon. Et à Bruxelles, les pompiers ont dénombré une trentaine d'interventions. Le CHU de Liège lance un appel aux volontaires pour tester son vaccin contre Covid-19. Pour cet essai clinique, l'hôpital universitaire recherche une cinquantaine de personnes âgées de 18 à 55 ans et de plus de 60 ans. Ils doivent être en bonne santé et ne pas avoir contracté la maladie. Les candidats à cet essai clinique peuvent se manifester sur le site du centre d'études cliniques du CHU de Liège. Actuellement, plusieurs vaccins sont testés en Belgique et ailleurs dans le monde. Chaque mois, 3200 Belges environ renoncent gratuitement à une succession en passant par un notaire. Ce sont les chiffres de la Fédération royale du notariat belge. Les héritiers évite ainsi de devoir payer les dettes de la personne décédée. Un héritier peut renoncer gratuitement à une succession si la personne décédée laisse plus de dettes que d'actifs. Plus précisément, si le montant reçu par l'héritier après la déduction de toute la dette est inférieur à 5 000 €. À l'étranger, la contestation continue au Bélarus, ainsi que la répression violente des autorités. Un nouveau manifestant est mort hier, un homme de 25 ans, la deuxième victime depuis le début des manifestations qui ont suivi la réélection contestée du président Loukachenko. Quelques 6 000 personnes ont aussi été arrêtées et les protestations se multiplient à travers ce pays situé à la frontière de l'Union européenne. Et puis l'autrice biélorusse et prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch a appelé hier le président à, je cite, partir avant qu'il ne soit trop tard et que le pays ne sombre dans la guerre civile. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite une belle fin de matinée. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be. Et je vous laisse avec Cédric Poitier. Tout à fait, on va entre autres parler des rebelles et des rebelles au travail. Ça, vous devez aimer ça. Allez, retour dans l'information à 11h. La première. 10h, 11h30. Tendance première, Cédric Poitier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tendance Première. Aujourd'hui, on aura un site assez étonnant à découvrir aux alentours de 11h15. Une idée toute simple, ça s'appelle Balance tes courges et on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette initiative citoyenne née comme ça dans la tête d'une jeune namuroise il y a de cela quelques jours. Avant cela, nous parlerons dans notre dossier du jour d'une tendance, en tout cas de la population belge, à s'ouvrir vers de nouvelles formes d'économie. On parle de revenu universel, par exemple. On parle également de micro-taxes. Alors, qu'est-ce que ce revenu universel ?